Donc moi, je suis maître de conférence au Centre de recherche en paléontologie ici au Muséum. Donc je suis paléontologue, mais j'étudie aussi beaucoup de bestioles actuelles. Je suis spécialisé sur les mammifères. Et je vais vous parler aujourd'hui de pas mal d'exemples de convergence donc, au sein de ce groupe. Alors avant de parler de convergence, un petit rappel historique. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu entendu parler du mouvement des plaques, et si apparemment, le mouvement des plaques continentales. Donc au Mésozoïque, et là principalement au Crétacé qui est illustré, on a une fragmentation progressive des grandes masses continentales. Il faut savoir qu'avant, les masses continentales étaient réunies en une seule qui était appelée la Pangée, puis ensuite une masse au nord, la Laurasie, et une plus au sud, le Gondwana. Et donc on a au Crétacé la séparation progressive de ces différentes masses. Donc au nord, on a la séparation notamment de l'Amérique du Nord avec ce qui va être l'Europe et l'Asie. Et au sud, l'ouverture de l'océan Atlantique sud entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Donc ça progressivement tout au cours du Crétacé. Ici, vous voyez donc l'ouverture plus importante. Et ici, une carte de l'Éocène, donc un peu plus tard, plutôt vers 45 millions d'années. Avec, vous voyez bien là l'océan Atlantique, et vous voyez cette séparation progressive donc, des différents continents, jusqu'à la carte que l'on connaît aujourd'hui. Et donc cette séparation des différents continents, elle a eu un impact évidemment sur plein de groupes d'organismes, notamment les mammifères, et donc sur leur évolution qui a été parfois séparée sur différents continents. Donc j'ai dit que j'allais parler de mammifères. Donc les mammifères, aujourd'hui, on connaît trois grands clades de mammifères, les monotrèmes, les marsupiaux et les placentaires. L'ensemble, au niveau des espèces actuelles, ça regroupe à peu près 6500 espèces. Donc c'est très diversifié, mais la situation est très disparate entre les trois groupes. Chez les monotrèmes, on ne connaît en fait que 3 genres, 5 espèces actuelles, qui sont distribuées sur le continent océanien et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, seulement au niveau actuel. Au niveau des marsupiaux, pareil, on a un peu plus de 300 espèces, et qui sont majoritairement connues en Océanie, mais également en Amérique du Sud et un petit peu en Amérique du Nord. Et le gros de la... donc voilà, ouais, c'est repris ici sur la carte. Et le gros de la diversité des mammifères actuels, c'est le clade des placentaires, auquel nous appartenons. Donc là, plus de 5000 espèces actuelles, donc le très très gros de la diversité, avec des spécialisations morphologiques très très différentes, dont des groupes qui sont retournés au milieu aquatique, comme les cétacés, des groupes qui ont développé des spécialisations pour le vol, comme les chiroptères, et plein d'autres spécialisations, des formes de vie plutôt souterraines, et plein de taxons terrestres, arboricoles également. Donc voilà, une très grosse diversité taxonomique, mais également écologique pour ces mammifères placentaires, donc au sein du clade des mammifères. Et donc c'est majoritairement de ce clade dont je vais parler aujourd'hui. Et donc les placentaires sont principalement définis par une gestation étendue dans le temps. Et ça, c'est notamment grâce au fait qu'on a un placenta qui est bien développé et un cordon ombilical, donc comme chez nous humains. Et la distribution des mammifères placentaires à l'heure actuelle, c'est sur tous les continents. Donc voilà, cette grosse diversité, on la retrouve un peu partout. Et ce que l'on connaît de la phylogénie des mammifères placentaires, de leur patron historique en fait. Si on regarde seulement les mammifères placentaires aujourd'hui, dans les actuels, donc ça c'est le patron que je vous montrais, soutenu par les études moléculaires, les études génétiques, donc de leur ADN. On a 4 grands clades de mammifères placentaires actuels. Premièrement, les Euarchontoglires, donc qui vont regrouper notamment les rongeurs, les lagomorphes, également les primates et les toupailles. On a ensuite le grand clade des Laurasiatheria, donc qui va regrouper plein de différents taxons de placentaires, notamment donc, les cétacés et les artiodactyles. Des périssodactyles, ça va être notamment les tapirs, les rhinos, des groupes appartenant aux carnivores. Également le clade qu'on appelle les Lipotyphla, qui va notamment comprendre les hérissons et les taupes actuels. Et enfin les pangolins et les chiroptères. Donc un groupe très diversifié, notamment au niveau de leur apparence. Et l'ensemble de ces 2 premiers clades, Euarchontoglires et Laurasiatheria, on estime
en fonction notamment de leur registre fossile, que leurs origines sont probablement à rechercher sur les continents du Nord. D'où le nom notamment l'Eurasia Terria, qui fait penser à la Laurasie. Un autre grand clade de mammifères placentaires actuels, c'est le clade des afrothères, qui va comprendre aussi des taxons avec des formes très très différentes. Va comprendre notamment donc, les proboscidiens, c'est-à-dire les éléphants actuels, les siréniens, les lamantins notamment, donc, les oryctéropes, ce que l'on appelle les souris-éléphants, c'est les macrocélides, c'est souvent pas très bien connu. Également les tenrecs, qui vont ressembler à des hérissons mais qui n'en sont pas, et aussi les damans, des iracoïdes. L'ensemble de ces taxons donc, fait partie du clade des Afrotheria, et on estime pour ce clade que leurs origines géographiques sont plutôt recherchées en Afrique. Et enfin, le dernier de ces grands clades, c'est le clade des xénartres, qui va rassembler donc, les paresseux, les tatous et les fourmiliers, et dont l'histoire évolutive se situe majoritairement en Amérique du Sud. Donc voilà, 4 grands clades de mammifères placentaires, et vous voyez des relations a priori avec les différentes masses continentales. Donc j'ai dit qu'on allait parler de convergence, donc d'évolution convergente, et c'est quoi une convergence? Bon, la définition de base, assez simple, c'est l'évolution indépendante de traits qui vont être similaires dans différents groupes, dans différents clades. Un exemple, peut-être l'un des exemples les plus connus, c'est vraiment l'évolution, enfin, l'existence, la possession d'une aile chez les chauves-souris, et la possession d'une aile chez les oiseaux de manière indépendante dans ces deux groupes. Les chauves-souris sont des mammifères placentaires, les oiseaux donc, sont des amniotes, mais l'aile a évolué de manière indépendante dans ces deux groupes. Donc ça, c'est un exemple très simplifié. On va voir que dans le détail, la convergence, c'est assez compliqué. Alors d'autres exemples assez populaires, et notamment si l'on reste chez les mammifères, là, juste des exemples trouvés sur Internet, de convergence entre deux grands groupes de mammifères, justement entre des placentaires et des marsupiaux. Juste pour quelques exemples un peu marquants, des exemples de taupes marsupiales et de taupes placentaires, qui sont vraiment donc, des organismes souterrains dans les deux cas, qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont très éloignés dans la phylogénie. Et également des cas de formes planeuses, comme l'écureuil volant, ou ici, alors, le genre Pétorus chez les marsupiaux, je ne sais pas comment on dit en français. Donc voilà, il y a beaucoup d'exemples comme ça qui sont popularisés sur des convergences entre de nombreux taxons. Et comme je vous disais, on va essayer d'aller voir dans le détail que la convergence, c'est un concept qui n'est pas aussi simple que ce que je viens de montrer. Donc on va essayer de voir quelques aspects de cette complexité. Puis après, j'essaierai de vous montrer des exemples de ces convergences, exemples assez frappants que l'on connaît chez les mammifères. Puis des cas qu'il faut, enfin une démonstration en tout cas, une suggestion sur le fait qu'il ne faut pas toujours voir ces convergences comme le reflet d'une adaptation. Donc on verra un exemple. Et enfin, des exemples de ma propre recherche sur les paresseux avec des convergences répétées qui sont assez frappantes. Donc premièrement, sur le concept de convergence. Donc, je disais tout à l'heure que c'est l'évolution indépendante de traits similaires, donc dans des clades différents. On peut prendre comme exemple l'évolution, on peut en tout cas s'intéresser aux différents clades de mammifères placentaires qui sont retournés finalement à la vie aquatique. C'est le cas des cétacés, c'est le cas des pinnipédia, donc au sein des carnivores, et c'est le cas des siréniens, donc des lamantins, des dugongs, au sein des afrothères. Ces trois groupes, si on regarde ces taxons sur un arbre ici simplifié, avec plusieurs taxons de mammifères placentaires. Donc ici, vous avez de nouveau les phoques, les pinnipèdes, les cétacés et les lamantins du gong, donc les siréniens. Donc sur cet arbre, on sait que là, déjà, on a 3 retours indépendants au milieu aquatique, mais on peut s'amuser à regarder un caractère. Par exemple, la présence de nageoires, absence ou présence de nageoires. On voit que si on colore en bleu l'existence, la possession de nageoires, on voit ici 3 événements indépendants sur cet arbre, donc 3 fois l'évolution indépendante de nageoires sur cet arbre. On pourrait dire donc on a une convergence sur la présence de nageoires donc chez ces 3 groupes. Si on regarde dans le détail comment sont formées ces nageoires, que l'on voit ici, donc ici une nageoire d'un cétacé, d'un sirénien, et ici de 2 membres du clade des pinnipèdes, donc des phoques et otaries notamment. On peut voir que les configurations des os sont très différentes cependant donc, entre ces différentes nageoires. On peut voir notamment que chez les cétacés, on a l'humérus qui est extrêmement réduit
et les doigts qui sont plutôt, les phalanges qui sont plutôt allongées, alors que chez les Siréniens, bon, le numérus n'est pas réduit, on a radius ulna qui sont fusionnés, et les doigts qui sont plutôt écartés, élargis. Donc en fait, si on regarde dans le détail, on a plutôt des configurations internes des os qui sont très dissimilaires. Donc la question, à partir de là, est-ce qu'on doit toujours appeler ça une convergence, en fait? On a une convergence si on s'en tient à regarder ces taxons d'assez loin et on se dit, bon, ils ont tous des nageoires, ils ont tous eu de manière indépendante, c'est une convergence. Mais dans le détail, dans la structure de leurs membres, il y a pas mal de différences. Un autre exemple qui amène au même type de réflexion et qui montre qu'en général, des traits que vous regardez de loin paraissent similaires et quand vous les analysez dans le détail, vous êtes plus si sûr d'être face à une convergence. Ou en tout cas, vous pouvez la nuancer. C'est le cas de l'allongement du corps. Donc ici, vous avez, donc c'est chez je pense un groupe proche des salamandres. Vous avez ici donc un taxon avec un corps qui n'est pas allongé. Et vous voyez ici le détail de la colonne vertébrale. Regardez bien les régions qui sont en jaune par rapport ici à des taxons qui ont un corps plus allongé. Eh bien, et ici encore un taxon avec un corps plus allongé. On voit que dans ces différentes instances, on n'est pas arrivé à une élongation du corps par les mêmes processus. Ici, on a juste un allongement des vertèbres qui fait qu'on a un corps plus allongé dans l'ensemble. Et ici, en fait, sur la même région, on a une addition du nombre de vertèbres. Donc, encore une fois, de loin, on a l'impression d'avoir le même phénomène, l'élongation du corps, l'allongement du corps, une convergence. Mais quand on regarde dans le détail, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, tout ça, ça montre que déjà, ça peut être un peu compliqué de définir ce que va être une convergence. À partir des méthodes quantitatives qui existent, on peut essayer d'aller un peu plus loin pour définir des critères, donc pour détecter une convergence. Notamment, imaginons un exemple dans lequel on étudie la forme du crâne chez des mammifères placentaires avec des landmarks, des points repères donc en 3 dimensions sur le crâne. Et puis ici, vous avez de nouveau un espace des formes, donc comme imaginez une ACP comme tout à l'heure. Et sur cet espace des formes, vous avez donc différents points. Chaque point représente une espèce différente. Et là aussi, on a mappé, on a superposé sur cet espace des formes l'arbre des relations de parenté entre les espèces. Et pour définir une convergence, ce que l'on peut faire, c'est imaginer que donc, les espèces qui sont donc en sommet de branche, vous en avez une ici, sommet 1, sommet 2, vous pouvez voir que certaines espèces sont plus proches dans l'espace morphologique, sont plus proches entre elles que ne l'étaient leurs ancêtres, leurs parents plus loin dans la phylogénie. Donc ils ont réduit en fait au cours de l'évolution l'espace morphologique qui les séparait. Et donc ça peut être un critère pour établir une convergence, c'est-à-dire de voir que l'espace morphologique qui les sépare est inférieur à celui qui séparait leurs ancêtres, donc un peu plus loin sur l'arbre. Ça, c'est un critère, et c'est notamment un critère qui a été appliqué là, dans l'étude que j'ai montrée ici, pour lequel les auteurs sont intéressés juste à la forme de la mâchoire inférieure, donc de la mandibule, c'est l'os dentaire chez les mammifères. Et donc dans cette étude, pareil, ils ont utilisé la morphométrie géométrique, donc avec des points repères. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a tous les taxons qui appartiennent aux marsupiaux, qui sont ici des triangles rouges, et les mammifères placentaires, tous les cercles jaunes. Et on voit qu'il y a des instances qui sont assez intéressantes, qui répondent aux critères que j'ai montrés juste précédemment, où on a des mammifères placentaires qui deviennent très proches, enfin des mammifères placentaires et des taxons de marsupiaux qui sont très proches dans cet espace morphologique, plus proches que ne l'étaient leurs ancêtres, donc de manière un peu plus basale sur l'arbre. C'est notamment le cas ici du fourmilier, notamment doigt. Donc vous voyez ici la forme de la mandibule, de la mâchoire inférieure, et ici de ce que l'on appelle, je crois en français, la souris miel. Donc c'est un taxon, un marsupial, hein, qui se nourrit, ce marsupial, donc, de pollen et de nectar exclusivement. Et le fourmilier, il se nourrit plutôt, comme son nom l'indique, de fourmis et de termites. Mais les deux ont un point commun, c'est que pour se nourrir, ils utilisent principalement la langue. Et là, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'avec ce type de nourrissage un peu similaire, ils ont des formes de mandibules extrêmement similaires. Donc là, on a une convergence, selon le critère que j'ai énoncé juste avant, on a une convergence dans cet espace morphologique de forme de leur mandibule, de leur mâchoire inférieure. Alors, est-ce que c'est lié directement avec le fait qu'ils se nourrissent avec la langue? Là, il y aurait plus de tests à mener, mais c'est déjà très intéressant de le détecter.
Alors, la convergence, c'est quelque chose qui peut être assez complexe. Et en effet, ça peut être assez complexe parce qu'il y a plein de niveaux auxquels il faut essayer de regarder les convergences. Un exemple pour ça, c'est l'exemple du camouflage. On peut regarder, c'est quelque chose qui existe chez plein de taxons. Donc là, c'est plutôt une convergence de fonctions, c'est-à-dire la capacité, en tout cas, à se camoufler. Et donc, vous voyez ici, ça peut être le cas donc, chez les lépidoptères, chez des batraciens, et également ici, là, on a vraiment du mal à le voir, je crois que c'est un gecko. Donc, ce sont des groupes très éloignés, mais qui là, apparemment, montrent une convergence donc, dans cette fonction de se camoufler. On peut aussi se dire quel est le mécanisme qu'ils utilisent pour se camoufler et est-ce que ce mécanisme il est convergent entre ces différents taxons? Pas forcément. Par exemple, on a ici plutôt de la transparence. Ici, on a vraiment un mimétisme avec le substrat. Et ici, on a aussi une distribution de couleurs. Donc, on a des mécanismes qui sont potentiellement différents. Et on peut regarder encore plus dans le détail. Je vais vous passer le détail de ce tableau, mais vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont mentionnées, comme notamment les compositions chimiques des éléments qui vont être, par exemple, qui vont former des spectres de réflexion dans la peau qui vont être différents. Vous pouvez avoir aussi, évidemment, au niveau génétique, quelles sont les différences qui se cachent potentiellement derrière ça, enfin les différences ou les points communs, pardon, qui se cachent derrière ça, qui vont aider à ce camouflage. Donc, en fait, vous pouvez regarder ces convergences à plein de niveaux et pas seulement au niveau qui est de la fonction finale de ce que l'on voit, en fait, le plus, c'est souvent ce sur quoi on s'est le plus focalisé pour étudier les convergences. Un autre exemple de ça, c'est des taxons qui vont qui vont faire de la bioluminescence. Donc là, vous en avez 4 qui sont représentés. Donc vous avez des méduses, des copépodes, des pieuvres et des poissons lanternes. Là, pareil, dans cette étude, les auteurs ont montré qu'on pouvait étudier cette convergence à plein de niveaux. Donc le fait de faire de la bioluminescence, c'est comme le cas précédent, hein, c'est le fait une convergence un petit peu de fonction. Vous émettez cette luminosité. Mais dans le détail, il y a pas mal de différences, mais il y a aussi des points communs qui sont assez intéressants. Par exemple, là, ces 4 groupes qui sont extrêmement éloignés phylogénétiquement utilisent tous une même molécule dans leur processus de bioluminescence. C'est cette molécule de célantérazine, par exemple. Mais on voit que les points communs s'arrêtent, en tout cas en partie là, puisque les organes qui sont impliqués dans la bioluminescence sont très différents entre ces 4 groupes, et les types de cellules également. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on regarde une convergence, c'est extrêmement compliqué, il y a plein de niveaux de lecture, et que les convergences évolutives ne s'étendent pas forcément sur tous les niveaux biologiques. Donc là, par exemple, en termes niveau biologique, ça peut être ceux qui sont écrits ici. Et donc, ça nous fait revenir sur l'exemple des nageoires, pour lequel on se posait déjà la question avec la structure interne, est-ce qu'on a bien affaire à des convergences, sachant qu'au niveau externe, ça ressemble, mais au niveau interne, c'est quand même assez différent. Et là, il y a même des chercheurs qui se sont amusés à aller voir dans le génome de ces différents mammifères marins, et à les comparer, et à voir si on avait et à les comparer aussi à d'autres mammifères non marins, évidemment, et à voir si on avait des convergences au niveau génomique entre ces différents groupes de mammifères marins. Donc, ce sont les groupes qui sont ici montrés en bleu. Et donc ils ont pu montrer qu'il existait pour un certain nombre de gènes des convergences dans l'ensemble, par exemple dans ces 3 groupes-là, donc chez les siréniens, chez le groupe des pinnipèdes, donc ici vous avez un morse, et chez les cétacés. Ils ont montré donc certaines convergences. Il est possible que certaines, donc c'est souvent des substitutions d'acides aminés qui sont similaires dans certains gènes, dont certains, alors c'est pas toujours très clair si ces convergences génomiques sont directement liées avec certaines adaptations morphologiques que l'on retrouve dans chacun de ces groupes. Mais par exemple, il y a certaines convergences qui sont suspectées être potentiellement liées à des changements dans la densité osseuse. Et ça, c'est un paramètre important lorsque vous êtes un mammifère aquatique, pour lutter notamment contre la poussée d'Archimède. Donc, en conclusion, là, ils ont observé des points de convergence au niveau génomique entre ces différents groupes. Si on les compare avec un certain nombre, ils ont fait plein d'autres comparaisons de convergence entre d'autres groupes qui n'étaient pas des mammifères marins. Alors là, vous avez ici le pourcentage de convergence entre chaque paire de taxons, et les paires de taxons qui sont marins, donc par exemple entre, je ne sais pas laquelle c'est ici, mais ça pourrait être entre le sirénien et le morse.
vous avez un certain nombre un pourcentage de convergence assez élevé. Donc vous voyez, mais pour certaines autres, on n'a pas un pourcentage de convergence très élevé chez ces mammifères marins. Et surtout, si on compare avec des paires de taxons qui sont plus prises au hasard, hein, juste le groupe frère à chaque fois de chaque mammifère marin. Par exemple, si vous comparez un éléphant avec un chien, vous avez des pourcentages de convergence qui sont encore plus forts, alors qu'ils ne sont pas du tout similaires et pas très convergents dans leur mode de vie. Donc tout ça, quand on regarde au niveau moléculaire, ça montre que l'adaptation ou la convergence moléculaire qui va être adaptative et qui pourrait être liée à des convergences de morphologie, à des convergences phénotypiques, elle existe, mais elle est plutôt rare, puisque là, on voit que les comparaisons entre des différents mammifères terrestres montrent encore plus de convergence, et qu'en fait, l'évolution va plus fréquemment utiliser différents chemins moléculaires pour arriver à une même morphologie finale. Donc c'est ça, vous pouvez avoir une convergence morphologique, mais différents chemins moléculaires pour y arriver. Bon, ça, c'est encore des aspects qui ne sont pas très connus, qui sont de plus en plus recherchés, mais qui montrent bien à quel point il y a différents niveaux de lecture dans les convergences. Alors maintenant, des aspects un petit peu plus simples et des exemples de convergence au sein des mammifères, et principalement des mammifères placentaires. Alors là, on va parler du groupe des édentés, qui littéralement, c'était les sans-dents en fait. Et c'était longtemps pensé comme étant un groupe qui avait une valeur systématique. C'était des taxons qui étaient regroupés longtemps ensemble. Donc il s'agit du groupe des pangolins, les Pholidota, du groupe des Oryctéropes, les Tubulidentata, et du groupe des Xénartres, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui contient donc paresseux, tatous et fourmiliers. Et ces taxons étaient regroupés parce qu'ils avaient soit pas de dents du tout, soit des dents très réduites, et ça a été considéré comme un critère important pour les premières classifications. Là, vous voyez ici, ici c'est un crâne de pangolin en vue ventrale, ici c'est son palais, et l'absence, vous voyez ici, on n'observe pas du tout de dents, donc absence totale de dents chez ces taxons-là. De même chez un fourmilier, ici le palais, qui est d'ailleurs très prolongé, et absence totale de dents. Et là, vous voyez d'ailleurs les mandibules et mâchoires inférieures qu'on a vues tout à l'heure avec leur forme très simplifiée. Et ici, un oryctérope, un crâne d'oryctérope toujours en vue ventrale. Alors ici, il y a des dents, mais elles sont très simplifiées, elles sont tubulaires, elles ne présentent pas d'émail. Et leur nombre est réduit. Donc, c'est une ressemblance qui a été considérée pour les grouper. Aujourd'hui, on sait, grâce aux études moléculaires, que ces trois taxons-là ne sont pas proches parents. Donc le concept, le vieux taxon de Edentata, c'est quelque chose de polyphylétique. Et que ce qui les regroupait, notamment les dents réduites ou absentes, et d'autres traits que je vais montrer juste après, c'était potentiellement pas mal de caractères qui sont liés à la myrmécophagie, donc au fait de se nourrir principalement donc, de fourmis et de termites. Et tout ça, maintenant, c'est vu comme une convergence, puisque vous voyez, ces trois taxons se branchent dans trois clades très éloignés au niveau de l'histoire des mammifères placentaires. Un autre caractère qui les rassemblait, c'était la présence d'une langue hypertrophiée. Donc ils se nourrissent principalement donc, grâce à leur langue pour aller capter des termites et des fourmis. Donc vous voyez là, c'est vraiment impressionnant cette similarité dans l'hypertrophie de la langue. Comme je disais, il y avait aussi la réduction ou l'absence des dents et aussi un museau très tubulaire. Et donc tout ça, ça a été utilisé comme convergence pour définir une convergence entre eux. Et c'est sûr qu'ils se ressemblent très fortement. Il y a aussi d'autres caractères qui sont assez convergents entre eux que j'illustre pas ici. Mais c'est par exemple la présence de très fortes griffes qu'ils ont pour gratter aussi les termitières, les fourmilières, pour pouvoir se nourrir. Au niveau de la présence, enfin de la simplification de leur dentition ou de l'absence complète des dents, il y a pas mal de recherches qui ont été faites chez les mammifères pour essayer d'expliquer ces phénomènes-là, comment on arrive à partir de formes de l'ancêtre commun des mammifères placentaires, qui est supposé avoir par exemple 4 molaires et 3 molaires par demi-mâchoire, bien développés. Comment on arrive dans de très nombreux groupes à l'absence ou la simplification des dents. Eh bien ça, c'est souvent, là c'est une étude, vous n'avez pas besoin d'essayer de regarder trop le détail, mais c'est une étude qui a essayé de réfléchir et de montrer que en fait, c'était souvent lié avec une sélection ou une pression, une demande fonctionnelle qui était relâchée sur la mastication.
Vous n'avez pas forcément besoin de mâcher des termites, des fourmis, et par exemple aussi, là il y a d'autres taxons qui sont plutôt vermivores. Et souvent, on suppose que ça a permis la réduction ou la perte même des dents. Cette absence de demande fonctionnelle finalement sur la mastication. Donc absence de besoin d'avoir une occlusion en fait entre les dents. Et donc si on regarde au niveau géographique un petit peu la distribution de ces taxons donc, qui sont convergents au moins dans l'apparence de leur crâne, de leur langue, de la simplification ou de la perte des dents, on remarque que les fourmiliers, on les connaît donc, au sein du clade Exenart seulement en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Les pangolins, on les connaît seulement en Afrique et en Asie, dans les régions tropicales. Et l'Oryctérops seulement en Afrique. Donc déjà, on a une évolution séparée de certains de ces clades au niveau géographique, notamment les fourmiliers, donc qui ont évolué sur un continent complètement différent des deux autres clades. Et puis si on regarde chez les marsupiaux, on a un autre taxon qui est assez similaire, c'est le Numbat, et donc qui lui est connu donc seulement en Océanie. Et ce qu'on remarque, évidemment, là, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a une évolution convergente de ces différents groupes dans différentes parties du monde, et donc potentiellement que ces différents groupes qui sont convergents dans leur morphologie, dans une partie de leur morphologie, occupent des niches écologiques similaires, mais dans différentes régions du monde. Donc ça, c'est un cas qui s'applique à une réflexion qui peut s'appliquer donc à ce cas-là, mais ça peut s'appliquer à pas mal d'autres cas dans l'évolution des mammifères et de plein d'autres groupes. Là, on a une convergence, juste un autre exemple de convergence que je voulais montrer sur le mode de vie souterrain et chez des animaux qui vont être spécialistes du fouissage. Donc ça va être le cas notamment de la taupe marsupiale, des taupes, notamment de la taupe européenne, et des taupes dorées qui font partie du clade des afrothères. Là, on voit, elles se ressemblent énormément. On a des membres antérieurs qui sont extrêmement puissants, donc pour le fouissage, pour fouir, et également des yeux en général très réduits, voire absents. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là aussi, on les connaît en partie dans différentes régions du monde. Vous avez notamment donc, les taupes dorées qui sont membres du clade des afrothères, qui sont connus donc, exclusivement sur le continent africain, la taupe marsupiale en Océanie, les taupes donc, qui sont proches des hérissons et des musaraignes, ces taupes-là sont connues sur les continents de l'hémisphère nord. Et j'ai aussi fait figurer ici un autre taxon qui fait partie des rongeurs, qui sont les rats taupes. Donc là, on connaît notamment sur la péninsule arabique. Et ce que l'on voit, c'est que là encore, on a ces spécialisations qui sont présentes dans différentes régions du monde, l'occupation de mêmes niches écologiques, a priori, dans différentes régions du monde, et certaines convergences morphologiques qui leur sont donc associées. Alors on peut, je vous disais tout à l'heure, ces convergences, c'est plus complexe que juste comme je viens de le regarder. On peut essayer de les regarder à différents niveaux. Et là, par exemple, si l'on s'intéresse à la réduction ou l'absence des yeux, ou au moins à la perte de la fonction de la vision, eh bien, certains chercheurs donc, ici sont intéressés en étudiant des gènes qui sont liés à la rétine et qui ont noté une pseudogénisation, donc une perte de fonctionnalité de certains gènes pour ces différents groupes donc, qui sont convergents dans ce mode de vie souterrain. Donc ici, vous avez de nouveau les taupes dorées. Ici, vous avez de nouveau les taupes donc, qui sont proches des hérissons. Ici, les taupes marsupiales. Ici, les rats taupes nus. Et donc, si on regarde, là, j'ai juste mis en évidence quelques pseudogénisations similaires dans différents clades. Donc, vous voyez ici, chez les taupes dorées, ici notamment chez les taupes donc, de l'hémisphère nord. Vous voyez la pseudogénisation d'un même gène, et également ici donc, chez d'autres groupes, même pseudogénisation qui est répétée donc, dans différents groupes. Donc là aussi, potentiellement, des convergences au moins dans la perte de cette fonctionnalité de certains gènes. Alors, là, ce que je vous ai montré, ça faisait souvent penser à des adaptations parallèles de différents groupes sur différents continents. Adaptations parallèles, par exemple, à la myrmécophagie pour les fourmiliers, les pangolins et les oryctéropes sur différents continents. Il faut faire attention à ne pas toujours avoir une interprétation aussi simpliste des convergences. Il y a des cas, donc voilà, c'est exactement ça que je rappelle sur cette diapo.
Là, comme le dit Lozos en 2011, les convergences ont longtemps été prises comme des évidences d'adaptation, des convergences que l'on observe dans différents environnements. Cependant, il faut vraiment faire attention. Donc, comme je disais, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on pourrait vraiment imaginer qu'on est face à des convergences qui sont liées à des adaptations souterraines similaires, qui répondent à des pressions de sélection similaires. C'est possible, mais il y a d'autres cas de convergence qui sont probablement, ou en tout cas en partie, pas tout à relier avec des adaptations similaires. On a un biais, il y a des biais dans la production de la variation morphologique, des biais ou des contraintes, et il y a de l'évolution, il y a des variations qui sont là au hasard également. Et un exemple qui, pour moi, peut être intéressant face à cette question, c'est l'exemple des mammifères de grande taille qui, en général, présentent un très long museau. Donc ça, c'est le cas, bon là, juste deux exemples, une girafe et un élan. Et en général, si on fait des mesures, on remarque, si on fait des mesures de leur crâne ou de la géométrie morphométrique avec des landmarks, on remarque qu'ils ont un très long museau par rapport à la taille totale de leur crâne. Alors, avant de reparler de cet exemple-là, je vais parler d'un concept au niveau de la croissance. On peut comparer ici, on va essayer de comparer sur ce graphique, la croissance de deux structures, donc sur un crabe, la longueur de la pince, de la partie basale de la pince, et la largeur de cette carapace ici. On peut imaginer un individu plus petit avec exactement les mêmes proportions. C'est-à-dire, c'est juste une copie conforme d'ici du crabe plus grand avec les mêmes proportions de carapace et de pince. Et donc, si on trace les relations entre la largeur de la carapace et la longueur de la pince, bon, on a ici une droite qui représente une isométrie, c'est-à-dire une conservation. On conserve les proportions, malgré une croissance en taille, on conserve les proportions de la largeur de la carapace et de la pince. Donc, c'est-à-dire on a une croissance similaire entre ces deux structures biologiques, entre les pinces et la carapace. Ça, c'est ce qu'on appelle l'isométrie. Une croissance qui conserve les proportions. On peut avoir un cas différent, c'est une croissance différentielle entre deux structures biologiques. C'est ce qu'on va appeler l'allométrie. Et là, dans cet exemple, vous voyez qu'en fait, entre les formes les plus petites et les formes les plus grandes, on a très clairement un changement des proportions, avec, chez les formes les plus grandes, une pince qui est démesurée par rapport à la carapace, ce qui n'est pas du tout le cas chez les formes petites. Et donc ça, c'est ce qui est marqué ici par cette semi-ligne, on va dire, en vert. C'est les proportions d'allométrie, c'est-à-dire que par rapport à l'isométrie tout à l'heure, on est plutôt déplacé. Quand on grandit, on a une pente qui montre qu'on on se déplace vers des pinces de plus en plus grandes par rapport à la carapace. Retenez juste, c'est une croissance différentielle entre des différentes structures, différents organes. Voilà, une croissance différentielle entre différents organes par opposition à l'isométrie, qui est une croissance qui va conserver les proportions. Et l'allométrie, faut savoir, en fait, c'est un phénomène qui est omniprésent au niveau dans la nature, et notamment chez les mammifères. Et donc, dans des nombreux exemples d'allométrie que l'on observe chez les mammifères, on a notamment l'allométrie du crâne, l'allométrie de la face, du museau, que l'on observe dans de très nombreuses espèces de mammifères. Mais on ne l'observe pas en général chez les reptiles. Alors vous avez ici en haut une séquence de croissance d'un sphénodone, que vous voyez ici, donc c'est un reptile. Et en bleu ici, c'est la représentation en gros du museau, des proportions du museau, entre un individu très jeune, un plus âgé et un encore plus âgé. Et on voit que par rapport à la forme du crâne de manière générale, aux proportions du crâne, les proportions du museau ne changent pas vraiment. Par contre, si on regarde un marsupial, ici un opossum, on a très clairement un changement des proportions du museau au cours de la croissance, avec un museau dont la longueur devient de plus en plus importante par rapport au reste du crâne, au fur et à mesure que l'individu grandit. Donc là, on a une allométrie de croissance du crâne, une allométrie pour le museau, qui va grandir en fait un peu plus rapidement que les autres parties du crâne, donc au cours du développement. Et ce qui donne que chez les mammifères, chez ce mammifère-là en tout cas, les adultes ont un museau généralement plus grand que les juvéniles. Et là, je parle proportionnellement au reste du crâne. Si vous regardez par exemple, ici c'est un daman, donc un afrothère, vous avez un jeune daman, et ici un daman un peu plus âgé. Bon, là, juste si je schématise leur museau,
Voilà, vous voyez très bien que le museau est plus allongé chez un daman plus âgé. Ça, évidemment, on peut le mesurer un peu plus précisément. On peut le mesurer, alors là, au départ, on a regardé l'allométrie ontogénétique, donc les proportions du museau par rapport au reste du crâne au cours du développement de différentes espèces de mammifères. Mais on peut aussi le regarder au niveau évolutif, c'est-à-dire comparer les proportions des museaux chez différentes espèces et dans différents groupes. Alors là, comme dans la diapo précédente, les auteurs ont essayé de retracer le museau. Ici, ils ont utilisé des landmarks, c'est de la morphométrie géométrique, et donc vous avez des schémas simplifiés de crâne, avec ici la partie toujours plus claire, c'est le museau. Et ce que vous voyez, c'est que ils ont fait ça dans 4 groupes différents, chez les écureuils, chez les cervidés, chez des chauves-souris et chez des primates. Et à chaque fois, dans ces 4 grands groupes-là, en regardant différentes espèces, ils ont remarqué qu'à chaque fois, chez les espèces les plus grandes, le museau était proportionnellement plus grand par rapport à la taille du crâne que chez des espèces plus petites. Vous voyez ça à chaque fois aussi chez des chiroptères, ici, et chez des primates, ou encore chez des écureuils. Donc ils ont montré que cette allométrie, donc cette différence de croissance entre le museau et le reste du crâne, on l'observait pas seulement à l'intérieur des espèces au cours du développement, mais aussi au cours de l'évolution entre les espèces. Donc les espèces de plus grande taille ont un museau relativement plus grande taille par rapport au reste de leur crâne. Et bien ça nous ramène aux convergences que je mentionnais tout à l'heure, qu'on observe entre des espèces de grande taille chez les mammifères, où on a longtemps supposé que ces museaux proportionnellement plus grands chez les espèces de grande taille, c'était surtout fait pour ingérer plus de nourriture. Peut-être, mais il y a aussi cette allométrie qui existe, et qui est que cette tendance dans le développement, et même dans l'évolution, d'avoir un museau qui va grandir proportionnellement plus vite que le reste du crâne lorsque la taille générale augmente. Et donc, attention à ne pas systématiquement penser que des convergences sont des adaptations, puisque cet exemple-là, on pourrait penser qu'il est peut-être premièrement plutôt causé par cette allométrie, cette croissance différentielle entre le museau et le reste du crâne, que par une adaptation pour ingérer plus de nourriture, même si celle-ci peut être secondaire. Donc voilà, juste pour dire que les interprétations de ces convergences, il faut faire très attention avec ça, et que pour vraiment essayer d'interpréter justement dans un cas comme le précédent, pour lier ça à des adaptations potentiellement, ce qui est important, c'est de mesurer les performances qui sont associées aux morphologies qui vont être similaires, qui vont être convergentes. Et là, notamment, bon là ce serait pour un autre exemple, imaginons des taxons pour lesquels on observe des similarités dans la morphologie des dents ou du crâne, et que notre hypothèse, c'est que c'est pour une adaptation convergente à une morsure plus importante. Une manière de tester aussi, ce serait de mesurer les performances, la bite force, donc les forces de morsure entre ces différents taxons qui seraient convergents. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui se développe et qui est très important à utiliser dans nos interprétations des hypothèses sur les convergences. Et enfin, donc, un exemple là qui vient plus de mes recherches, un exemple sur les paresseux. Donc j'ai déjà parlé tout à l'heure des Xénartres qui est un clade dont l'histoire est majoritairement sud-américaine, qui contient les tatous, les fourmiliers et les paresseux, donc tatous, fourmiliers, paresseux, donc à l'heure actuelle. Là, si on regarde seulement les genres actuels, voilà la diversité des Xénartres aujourd'hui, avec 2 grands clades, le clade des Cingulata, donc qui va ici en vert représenter l'ensemble des genres actuels de tatous. Et ici en bleu, on a les Pilosa. Les Pilosa, c'est 3 genres actuels de fourmiliers et 2 genres actuels de paresseux. Et donc si on s'intéresse aux 2 genres actuels de paresseux, les voici. On a le paresseux à 3 doigts, ici, Bradypus, et le paresseux à 2 doigts, Coloepus. Et donc ce sont les 2 seuls paresseux que l'on connaît aujourd'hui. Cependant, si on regarde au niveau fossile, le groupe des paresseux était extrêmement diversifié. Il y avait tout un tas de postures différentes et d'écologies supposément différentes chez les paresseux fossiles. Là, tout ça, ce sont des paresseux fossiles, dont certains de très grande taille. Vous connaissez probablement le Megatherium dans la galerie, qui est donc figuré ici. Ici, on a même des paresseux aquatiques que l'on retrouve à chaque fois en association avec des fossiles marins, comme des cétacés, des pinnipèdes, donc des phoques, à chaque fois dans des environnements exclusivement marins.
donc au niveau fossile, hein, mais c'est très bien caractérisé. Et ici aussi de nombreux paresseux, quadrupèdes, terrestres, assez lourds, assez massifs. L'ensemble de ces taxons, on les connaissait seulement en Amérique du Sud, Amérique centrale et parfois en Amérique du Nord. Et si on replace ici un arbre de la diversité de ces paresseux, les deux paresseux actuels que vous voyez ici, donc ici c'est à chaque fois les branches noires, qui sont figurées ici, Coloepus et Bradypus, et vous voyez la diversité des autres paresseux fossiles, Et sur cet arbre-là, les auteurs ont essayé d'indiquer potentiellement le mode de vie supposé, ou le mode de déplacement supposé de ces différents paresseux. Ce que l'on remarque déjà, c'est qu'il n'y a que 2 paresseux qui ont un mode de vie en suspension dans la canopée. Ce sont les 2 paresseux actuels. Pour les autres, on a certains paresseux qui sont supposés semi-arboricoles et de nombreux autres terrestres exclusivement, donc en blanc. Et là, semi-arboricoles. Pour certains, c'est assez difficile de reconstruire. Des fois, on n'a pas assez de données sur leur morphologie. Ce qu'il faut retenir surtout de ça, c'est que vraiment le mode de vie, a priori, donc des paresseux actuels, en suspension, est unique dans l'histoire des paresseux. Et pourtant, ce sont ceux qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, les seuls. On connaît beaucoup de ces paresseux fossiles que j'ai montrés avant, jusqu'à des époques très récentes, hein, jusqu'il y a 10 000 ans. On avait encore une très grosse diversité de paresseux en Amérique du Sud, notamment. Mais donc seulement 2 genres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on a voulu s'intéresser donc un petit peu à ça. Alors, il y a des données qui existent sur... quand on pense aux paresseux, évidemment, on pense à leur locomotion. Hein, ils ne portent pas ce nom-là au hasard. Et ce qui est donc assez caractéristique de ces paresseux, et notamment d'un des 2 genres, le paresseux à 3 doigts que l'on voit ici, c'est une locomotion extrêmement lente et assez rare, pas très poussée. Hein. Les déplacements quotidiens sont souvent inférieurs à 100 mètres. Et la vitesse moyenne de ces déplacements, c'est un demi-kilomètre heure. Donc voilà, c'est extrêmement lent. Et nous, on a voulu s'intéresser à un organe chez les paresseux, c'est l'oreille interne. Alors pourquoi on s'est intéressé à l'oreille interne ? Bon, c'est un organe donc, qui est compris à l'intérieur du crâne, dans un os qu'on appelle l'os pétreux, et qui fait partie de l'oreille. Donc on a ici le pavillon de l'oreille externe, le conduit de l'oreille qui va vers l'oreille moyenne. Les sons sont répercutés par la chaîne des osselets vers l'oreille interne. Pour l'audition, donc les ondes sonores sont répercutées dans cet organe spiralé ici, qu'on appelle la cochlée. Mais nous, ce qui nous a intéressé, c'est pas ça, c'est plutôt l'autre partie de l'oreille interne, qui est légendée ici en bleu, qui contient les canaux semi-circulaires et le vestibule. Cette partie-là de l'oreille interne, elle est sensible au mouvement d'accélération et de décélération de la tête, dans des directions de rotation. Donc, c'est-à-dire quand je fais ces mouvements-là, et je ferme les yeux, ce sont mes canaux semi-circulaires qui me transmettent une information de rotation de ma tête. Pour comment ça se produit ? En fait, à l'intérieur de chaque canal, vous avez une endolymphe, donc un liquide, et pendant une rotation de la tête, ce liquide subit une inertie, en fait. Il se déplace un peu moins vite que le canal, et cette inertie, elle est détectée par des cellules ciliées dans les ampoules, dans ces régions-là. Donc ces cellules ciliées détectent l'inertie du fluide et donc transmettent le message aux nerfs, donc qui transmettent l'information au cerveau. Et donc on a une détection de ces accélérations, décélérations des mouvements de la tête, donc au niveau des rotations, qui est transmise par ces canaux semi-circulaires. Et donc nous, c'est ça qu'on a voulu étudier, la variation de forme de ces canaux semi-circulaires chez les paresseux. Et donc comme c'est un organe qui est interne et qui est contenu dans un labyrinthe osseux, dans l'os pétreux, on a besoin de scanner des crânes. Donc on a scanné ici de nombreux crânes de paresseux à la plateforme Astérix du muséum, dont un crâne de paresseux géant. Donc là, il faut imaginer que le crâne fait 70 à 80 cm. Hein. C'était un petit peu un challenge, mais ça a très bien marché. Et notre question, c'était un petit peu de voir si la variation de forme de l'oreille interne chez les paresseux reflétait leur spécialisation écologique extrême. Et donc ici, vous avez des vues d'oreille interne chez des paresseux. Alors ici, ceux qui sont encadrés, c'est les paresseux actuels. Vous voyez ici, paresseux à 3 doigts, 2 espèces différentes dans le même genre. Idem, 2 espèces différentes du même genre de paresseux à 2 doigts. Un paresseux fossile, le Megatherium, un autre paresseux fossile de taille un peu plus modeste. Voilà. Évidemment, ici, on les a tous mis... vous avez l'échelle qui est figurée ici hein, par ces petites barres noires. Si on les mettait à leur échelle, à la même échelle, vous auriez par exemple cette oreille qui serait de taille nettement plus importante que les autres. On a également donc, reconstruit des oreilles internes de fourmiliers.
et de tatous, de différents groupes de tatous. Et ce qui nous a assez vite sauté aux yeux, déjà, c'était de voir qu'à l'échelle de l'oreille interne, on avait des canaux semi-circulaires qui étaient plutôt de petite taille chez les paresseux, ici, les paresseux actuels, comparés aux autres, et notamment comparés aux paresseux fossiles Megatherium, mais même comparés à de nombreux tatous ou fourmiliers. Donc ça, on l'a étudié de différentes manières. On a fait de la morphométrie géométrique avec des landmarks, mais peut-être là, le plus simple pour illustrer cela, c'est de montrer juste avec 2 mesures. Vous pouvez comparer en fait le rayon donc, de courbure des canaux, c'est-à-dire le rayon là, qui mesurait là. On a fait une moyenne pour les 3 canaux. Et on a comparé ça juste avec la hauteur de l'oreille interne, qui est ici IEH. Et ici, vous avez juste donc un graphique qui montre les mesures de ces, qui montre ces 2 mesures. Pour la plupart des xénartres, on voit qu'il y a une relation linéaire entre ces 2 mesures, qui est ici, tracée en pointillé. Et cette relation linéaire, donc, elle est très bonne. Et puis on a 2 groupes qui s'en éloignent. Ici, ce sont les bradypus, donc les paresseux à 3 doigts en cercle noir, et les paresseux à 2 doigts en cercle blanc. Donc eux, ils sont complètement éloignés de cette relation linéaire. Et ce qu'on le remarque, ils sont éloignés du côté des canaux plus petits. C'est-à-dire que pour une même hauteur d'oreille interne, qui serait ici, vous avez chez les fourmiliers des canaux qui sont assez grands, à 0,4 ici, alors que chez ces paresseux, vous avez des canaux qui sont presque 4 fois plus réduits. Sur cette échelle logarithmique, attention à ça, oui. En tout cas, vous voyez des canaux bien plus petits chez les paresseux par rapport aux autres taxons de Xénartes, et notamment par rapport à des paresseux fossiles, comme ce paresseux fossile ici en vert, qui lui suit très bien la droite. Donc, on a détecté ici en fait des canaux extrêmement petits chez les paresseux actuels. Alors si on s'amuse juste à les représenter sur un arbre, voilà, en fonction des données qu'on avait avant, l'hypothèse c'est d'avoir des canaux qui sont pas très réduits chez l'ancêtre commun au pilosa, aux fourmiliers et aux paresseux, et puis des canaux donc, qui seraient réduits ici secondairement donc, chez les paresseux actuels, Coloepus et Bradypus, et donc pas chez des paresseux fossiles, comme on l'a observé. Donc voilà, ça a une première convergence, en tout cas dans la réduction des canaux semi-circulaires, donc si on regarde ça sur un arbre. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu des études qui ont montré que si on regarde la taille des canaux semi-circulaires par rapport à la masse corporelle, eh bien les taxons qui présentent des petits canaux, donc ce coup-là par rapport à leur masse corporelle, ce sont en général des taxons lents. Donc c'est ce qui est montré ici sur ce graphique, et ici en fait ce sont des paresseux actuels, alors qu'ici c'est un paresseux fossile. Et ce qu'il faut voir, c'est ceux qui plotent, alors ça fait comme une relation un peu courbe, un peu linéaire, mais ceux qui plotent plutôt dans la partie basse de cette relation, ce sont des taxons plutôt lents, et plutôt dans la partie haute, ce sont des taxons plutôt agiles, plutôt rapides. Donc. Et donc les paresseux ont des canaux semi-circulaires de petite taille aussi face à leur masse corporelle, ce qui n'est pas le cas de paresseux fossiles comme le Megatherium. Donc l'hypothèse derrière tout ça, mais là ce serait vraiment à mesurer au niveau des performances de l'oreille interne et de la locomotion des paresseux qui seraient à comparer. L'hypothèse c'est que les taxons lents ont de petits canaux semi-circulaires, que ce soit à l'échelle de leur masse corporelle ou même à l'échelle de leur oreille interne. Et donc ce serait peut-être ça qui se cache derrière cette convergence entre les paresseux actuels. Après il reste à voir aussi comment ça fonctionne exactement donc biomécaniquement. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Un autre aspect qu'on a regardé, c'est l'orientation de l'oreille interne dans le crâne des paresseux. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais l'oreille interne, dans le crâne de Megatherium, donc du paresseux géant, fossile, elle est là, elle est toute petite. Bien sûr, on a pu l'agrandir. Donc, comme je vous disais, c'était un challenge. On a scanné ce crâne. Si vous passez dans la galerie, donc vous avez le Megatherium ici, et c'est ce crâne-là qui est au pied qu'on a scanné, donc celui-ci. Et donc, on a pu reconstruire son oreille interne, voilà, sur laquelle on peut zoomer. Donc, vous voyez ici, comme je disais tout à l'heure, des canaux qui ne sont pas trop réduits. Et on s'est intéressé à l'orientation d'un canal, qui est ce canal-là, le canal latéral. Donc voilà, on s'est intéressé à son orientation dans le crâne. Et pourquoi on s'est intéressé à ça? Parce qu'il y a eu pas mal d'hypothèses assez anciennes qui suggèrent que ce canal-là est orienté de manière horizontale, subhorizontale, dans le crâne pendant les postures usuelles de la tête. C'était le cas notamment donc ici chez un lapin. Vous voyez que son crâne est orienté comme ça, et là le plan de ce canal latéral semi-circulaire est représenté en rouge et à peu près horizontal pendant la posture usuelle de la tête chez le lapin.
Et donc on a voulu regarder ça chez les xénartres de manière générale et chez les paresseux en particulier. Donc ici vous avez de nouveau un arbre des xénartres sur lequel on a représenté les valeurs, les angles en fait d'orientation de ce canal latéral par rapport au palais. Et donc au palais au basis phénoïde, donc un os qui est parallèle au palais un peu plus postérieurement. Et donc vous voyez chez des formes sur lesquelles on a des valeurs plutôt rouges ou oranges, on a un canal latéral très oblique. C'est moins le cas chez des formes donc, qui sont plus dans les bleus foncés. Et les formes que l'on retrouve dans les tons bleu foncé, avec un canal plutôt subhorizontal, peu oblique, ce sont les deux genres de paresseux actuels. Et ça, c'est unique aussi au sein des xénartres. On voit que les deux paresseux fossiles que nous avions échantillonnés n'ont pas du tout ces valeurs-là, et c'est le cas de nombreux autres paresseux fossiles qu'on a échantillonnés aussi dans l'intervalle. Et ce que l'on voit donc, encore une fois, c'est que là, on a une convergence entre les deux paresseux actuels dans la faible obliquité finalement de l'orientation de leur canal latéral. Et ça peut être lié. Alors si on s'amuse déjà à réorienter les crânes en mettant le canal latéral plutôt horizontal, on voit déjà que ça suggère que chez les tatous qui ont un canal très oblique, ça suggère une position de la tête avec le nez vraiment vers le bas, ce qui est en fait le cas. Chez la plupart des tatous, la position de la tête bouge très peu, hein. C'est très très peu mobile. Et ça suggère une position similaire chez les paresseux fossiles, comme le mégatherium. Alors, ce n'est pas du tout ce qui est représenté en galerie, mais en galerie, il est représenté dans une position très particulière. Mais en tout cas, si on devait se fier à cette orientation du canal latéral, le mégatherium avait potentiellement une tête pas mal le nez vers le bas, et donc ça suggère aussi potentiellement une locomotion plutôt quadrupède. Bon, peu importe, ce n'était pas ce qui nous intéressait le plus. Ce qui nous intéressait le plus, c'était de remarquer cette convergence entre les deux genres de paresseux actuels avec une position du canal latéral, donc un peu moins oblique. La question, c'est est-ce que ça, ce serait lié avec une position de la tête, de manière générale, chez les paresseux actuels, un peu moins oblique. Ça, on n'a pas vraiment réussi à l'établir. C'est assez compliqué parce que là, il faudrait des données de terrain sur l'orientation de la tête chez ces différents animaux. Comme je vous disais, c'est assez simple sur les tatous, qui, de manière générale, ont une position de la tête très oblique, le nez vers le bas, et ça colle bien avec l'orientation du canal latéral. Mais chez les fourmiliers qui bougent leur tête dans tous les sens parce qu'ils se servent beaucoup de leur odorat pour s'orienter, c'est très difficile. Et chez les paresseux, c'est assez difficile aussi de définir ce qui est la posture habituelle de la tête. Ils ont plein de postures différentes, des fois la tête en bas. Il semble malgré tout que la posture la plus usuelle, ce soit en repos une tête assez horizontale. Donc ça collerait, mais très clairement, là, il faudrait des données quantitatives pour aller plus loin. Toujours est-il que si on regarde, encore une fois, sur un arbre qui regroupe ici paresseux donc et fourmiliers, on peut positionner, encore une fois, suggérer une convergence entre les deux paresseux actuels avec donc une moins forte obliquité de l'orientation de leur canal latéral, potentiellement va de pair avec une posture de la tête un peu plus horizontale. Donc voilà, deux convergences, en tout cas sur l'oreille interne, les petits canaux et l'orientation du canal latéral. Mais ce n'est pas les seules convergences que l'on observe entre les deux groupes de paresseux actuels. On a aussi de très fortes convergences dans les membres. Les pieds et les mains sont modifiés dans des appendices qui sont extrêmement rigides, qui vont former des crochets pour bien évidemment se suspendre aux arbres. On a des bras très très longs et un omoplate en général assez court. Et donc ça, chez les deux genres de paresseux. De manière convergente aussi, si on regarde les fossiles, ce n'est pas du tout la même configuration. Une autre convergence à un niveau assez différent, c'est dans le niveau de leur microstructure de l'os. Donc si vous faites des coupes virtuelles, notamment avec des scans, dans l'humérus, donc dans un os du bras. Ici, vous voyez Bradypus, Coloepus, donc les deux genres de paresseux actuels. Ici, un paresseux fossile. Ici, deux fourmiliers et un tatou. Et ce que là, les auteurs ont remarqué, c'est qu'on avait de très nombreuses cavités dans l'aire corticale de l'os, de l'humérus, chez les paresseux actuels. Vous voyez de nombreuses cavités que l'on ne voit pas chez les autres xénartres. Et notamment que l'on voit moins chez les paresseux fossiles aussi. Et donc ça suggère un remodelage osseux extrêmement important chez les paresseux actuels, différemment des autres xénartres. Et là encore, là je ne sais pas exactement comment on peut expliquer ça. Il y a des contraintes mécaniques qui sont probablement différentes du fait de leur mode de vie en suspension par rapport aux autres xénartres. Mais pour l'instant, on ne sait pas interpréter ça vraiment plus loin. Mais encore une fois, c'est frappant, ça s'ajoute à un grand cortège de convergence.
Et peut-être parmi les convergences les plus sympas à observer, c'est les convergences dans leur fourrure. Les deux genres de paresseux actuels possèdent des poils dont la morphologie est spécialisée, avec des fissures sur la surface externe de ces poils. Ces fissures, elles fournissent en fait un environnement pour des algues qui vont vivre dans leur pelage. Donc là, ce sont ces algues que vous voyez là, et on les trouve aussi bien chez le genre Coloepus que chez le genre Bradypus. Et ce sont des algues qui vont exister de manière convergente chez ces deux paresseux-là, parce qu'on a de la préservation de pelage pour des paresseux fossiles qui ne montrent pas ces fissures-là. Donc, a priori, encore une fois, une convergence entre les deux paresseux actuels à ce niveau-là. C'est quelque chose qui devient très apparent lorsqu'il pleut, notamment. Vous voyez cet aspect vert du pelage ici de Bradypus et même ici chez Coloepus, c'est fourni par ces algues. Et donc, là, ça sert un petit peu, ça aide probablement un peu au camouflage, donc contre les prédateurs. Hein. Mais ça ne s'arrête pas là. Les aspects super intéressants de la fourrure, du pelage des paresseux actuels. Il y a tout un écosystème en fait dans ce pelage. On a notamment donc des lépidoptères, des pyralidés qui vivent dans leur pelage et qui sont coprophages, donc qui vont se nourrir des déjections des paresseux qui retournent à terre tous les 3-4 jours pour déféquer. À ce moment-là, en général, ces lépidoptères pondent dans les déjections de paresseux. Et puis d'autres déjections qui peuvent être environnantes, il y a des jeunes qui vont venir coloniser le pelage. Et dans le pelage, en fait, ces lépidoptères, eux, vont notamment donc, aider, leurs déjections vont aider la croissance de champignons. Ça émet certains éléments chimiques qui peuvent être aussi utiles pour la croissance des algues. Et les algues, je vous ai dit, donc, sont utiles potentiellement au camouflage des paresseux. Alors c'est potentiellement donc tout ça ce qu'on avait appelé un mutualisme entre les paresseux et ses différentes formes. C'est discuté, c'est pour ça que j'ai mis aussi commensalisme, donc c'est une relation peut-être moins bénéfique que ce que l'on pense des fois aux paresseux, mais c'est tout un micro-écosystème en fait qui est extrêmement étudié ces dernières années. Il y a, je pense, encore pas mal d'études à venir pour comprendre tout ça, pour comprendre vraiment qu'est-ce qui pousse le paresseux à aller faire les déjections, d'aller déféquer au sol, alors que c'est potentiellement très dangereux pour lui. Mais toujours est-il que, en tout cas, ce micro-écosystème, on le trouve chez le genre Bradypus, mais également, même si c'est à moindre dose, chez le genre Coloepus, qui se déplace un peu plus rapidement. Donc potentiellement, c'est un environnement peut-être moins calme pour l'ensemble de ces algues ou lépidoptères qui vont vivre dans sa fourrure, mais on le retrouve quand même chez les deux. Donc voilà, ça c'est une convergence extrêmement frappante entre les deux genres actuels de paresseux. Et si l'on résume, j'ai énuméré un certain nombre de convergences entre ces deux genres actuels. On pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment des convergences? Est-ce que ces deux paresseux actuels, s'ils se ressemblent tant, c'est qu'ils sont peut-être juste proches parents en fait, au sein des paresseux? Alors en fait non. Que ce soit selon la morphologie, donc selon les études qui vont coder des caractères morphologiques pour essayer de reconstruire la phylogénie des taxons. Donc en regardant par exemple des crânes, la morphologie du crâne, que ce soit chez les actuels et les fossiles. Donc là, une phylogénie montre très bien, à partir de données morphologiques, montre très bien que les deux paresseux actuels ne sont pas apparentés. C'est la même chose avec des phylogénies qui utilisent des génomes mitochondriaux ici, qui avaient aussi pu séquencer de nombreux paresseux fossiles qui se sont éteints très récemment. Et donc là aussi, on voit que les paresseux actuels, ici les Bradypus et le Coloepus, ne sont pas proches parents. Et donc il s'agit bien de convergence, toutes ces ressemblances qu'on observe entre eux. Donc c'est vraiment une série exceptionnelle de convergence. Alors à quoi on la doit? C'est pas extrêmement facile de répondre, mais un élément évidemment, c'est probablement que déjà ces deux paresseux donc, vivent dans la canopée, donc en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ils sont dépendants, ils se nourrissent exclusivement de feuillage, donc ils sont dépendants d'une source de nourriture qui est pauvre au niveau nutritionnel, pauvre au niveau énergétique, et donc ils sont obligés de limiter leurs dépenses d'énergie. Pour limiter leurs dépenses d'énergie, c'est notamment une locomotion plus lente, d'où les liens avec certains aspects qu'on a détectés dans l'oreille interne, et puis potentiellement cet écosystème qui peut se développer dans le pelage, et donc toute une suite en fait, potentiellement d'adaptations qui sont nécessaires pour supporter ce mode de vie extrême au sommet des arbres.
Donc voilà, ça c'est pareil, ça demande encore bien plus de compréhension, mais je pense que c'est vraiment un exemple très très marquant de série de convergences et tout ce qu'on peut essayer de faire pour les comprendre. Il y a encore beaucoup à faire là dans ce cas-là. Voilà, je vous remercie.